Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très très heureuse que cette rencontre ait finalement lieu. Je tiens vraiment à remercier Paul Salmona d'avoir accepté et d'accueillir ces photos. C'est la première fois qu'elles vont être montrées en France autrement que sous la forme de ce livre, publié aux éditions Noir sur Blanc, donc en 2019. Merci d'avoir pensé avec nous que le MAGE pouvait être le bon lieu pour les montrer. Et je pense que ce sera un de nos fils de discussion ce soir, de réfléchir à le lien que ces photos qui ont été prises dans les années 20-30 par deux frères, Yevgeny et Yakov, dans deux grandes villes d'Europe, à savoir Leningrad et Berlin, donc deux villes qui dialoguent sans s'écouter vraiment, deux villes qui sont à différents titres, les symboles d'État qui vont être dits totalitaires ultérieurement. Ces deux villes donc, vont être prises en photo par deux frères, sans concertation visiblement, mais animés par le même goût de la photographie. Ces photos, elles ont été redécouvertes dans des circonstances qu'Olga va nous raconter tout à l'heure, au détour d'un déménagement. Ça a été donc une fabuleuse surprise de découvrir un héritage familial dans une famille post-soviétique où, vous le savez bien, le souvenir a du mal à se transmettre. Le souvenir a du mal à se transmettre comme dans d'autres familles juives dans d'autres pays. Mais vous savez bien qu'en Union soviétique, détenir ce type de photos, surtout dans une famille qui a été victime de la répression politique à la fin des années 30, c'était courir un risque très important. Et donc, lorsque Olga découvre ces photos, elle se rend compte qu'elle a un trésor entre les mains, un trésor qui a bravé la censure, qui a bravé la répression, qui a bravé le passage du temps. Et elle s'acharne à faire de ces documents familiaux une véritable collection. Et pour cela, elle va chercher à faire parler ces photos. Ces photos ne parlaient pas d'elles-mêmes. Il a fallu les identifier, il a fallu les légender, il a fallu les dater, il a fallu savoir où elles avaient été prises pour qu'elles se mettent à révéler tout le sens qu'elles avaient. Et pour cela, Olga s'est fait accompagner par des chercheurs, des historiens de l'art, des historiens, des archivistes mémorials à Moscou et Saint-Pétersbourg qui l'ont aidé à donner sens à ces photos. Et donc, j'aimerais, dans la discussion qui va suivre, qu'on réfléchisse au sens que peuvent avoir aujourd'hui ces photos, à ce qu'elles nous montrent de ces deux villes, mais aussi donc deux villes en régime totalitaire, mais aussi deux villes dans lesquelles la vie juive se développe dans des modalités différentes, deux villes aussi où chacun des deux frères va essayer de cultiver un espace d'intimité, un espace pour la vie familiale, dans un monde où en fait la vie familiale, l'intimité et la vie publique commencent à s'interpénétrer très fortement. J'aimerais aussi dire qu'en tant qu'historienne, cette collection me touche tout particulièrement. Je ne suis pas historienne de l'Union soviétique, je ne suis pas historienne de l'Allemagne, j'ai des liens très forts avec chacun des deux pays, mais le fait qu'un jour on puisse retrouver des fonds pareils, eh bien, ça permet un renouvellement profond de l'écriture de l'histoire. L'histoire aujourd'hui, dans de nombreux pays, aux États-Unis, en Italie, en France, connaît un tournant narratif très fort et va s'intéresser à des modalités d'écriture qui relèvent davantage de la micro-histoire, d'une histoire qui est au plus près des acteurs, d'une histoire dans laquelle les acteurs ordinaires vont pouvoir parler. Et pour ça, on a besoin de sources écrites et de sources photographiques du type de celles qu'Olga a retrouvées. Et donc, c'est aussi en tant qu'historienne que ces photos me fascinent, outre le fait que j'ai eu la chance d'être un peu
accompagnatrice de côté de cette très belle découverte. Donc, je vous propose de donner la parole aux différents intervenants qui sont là ce soir. Sophie Andrieux, qui nous épaule dans cette rencontre et que je tiens également à remercier parce que sans sa détermination, on ne serait pas là ce soir, après 2 reprogrammations. Donc, Sophie va nous accompagner avec les photos que vous pourrez ainsi découvrir pendant la présentation de nos différents intervenants. Donc, je vais d'abord donner la parole à Olga Walter, qui est donc la petite fille de Yakov, elle va vous le dire elle-même, et qui est, avec son fils Denis, la fondatrice des archives de la Fondation Henkin. Okay. Voilà, merci Olga. Je n'ai plus besoin de cette phrase. D'accord. Bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, mesdames et messieurs, pour votre présence et pour votre intérêt pour le livre consacré aux photographies des frères Henkin. Je voudrais exprimer notre profonde gratitude au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et à toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible. Donc, je suis Olga Walter, mais vous savez déjà ça. Lorsque nous parlons des archives des frères Henkin, nous évoquons une collection de photographies récemment découvertes. Les images prises dans les années 1920-1930 par 2 frères, Evgeny et Yakov Henkin, principalement à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg en Union soviétique, et à Berlin en Allemagne. Les archives se composent de plus de 7000 images, ce qui pour l'époque est une collection imposante, et d'environ 1000 photographies imprimées par les photographes eux-mêmes au cours de leur vie. En fait, notre trésor n'était pas enterré. Il était toujours sous nos yeux. En 1972, j'ai déménagé dans un appartement sur la perspective Nevsky à Leningrad, où ma grand-mère, veuve de Yakov Henkin, avait vécu pendant des années. Il y avait laissé une quantité d'objets très divers, y compris l'équipement pour un labo photo à domicile. Il s'y trouvait des boîtes en métal et en carton remplies de rouleaux de films photo. L'existence des négatifs n'était pas un mystère. J'ai toujours su que mon grand-père était passionné de photographie. Notre famille avait beaucoup de photos qu'il avait prises et qui avaient été conservées dans de vieilles boîtes à chaussures. La plupart d'entre elles étaient des petites photos de famille et d'amis. J'adorais les trier et les regarder dans mon enfance. Il était donc naturel de supposer que les négatifs en contenaient encore plus. Au fil du temps et des événements, nous sommes devenus de plus en plus curieux de savoir ce qu'il y avait sur les négatifs. En 2001, j'ai demandé à un de mes amis, un photographe connu de Saint-Pétersbourg, d'imprimer 2 pellicules au hasard. Il l'a fait et il a été très impressionné et touché par le résultat. Malheureusement, à l'époque, il était impossible de faire davantage. Cet ami a passé plus de 2 semaines à imprimer une vingtaine d'images. Et nous en avions plus que 7000. Ainsi, pendant plus de 70 ans, des boîtes contenant des pellicules prenaient de la poussière dans les appartements de la famille Henkin à Leningrad.
C'est à partir de 2012, grâce à de nouvelles technologies, qu'il est devenu possible de numériser des milliers de négatifs. Dès le début de la numérisation, sont également apparues de nombreuses photos prises en Allemagne. Nous étions intrigués. Qui avait donc pris ces photos? À l'époque, nous ne savions presque rien des frères. Beaucoup de faits étaient enfouis dans le passé. J'ai commencé à faire des recherches dans différentes villes et archives de Russie et d'Allemagne. 9 ans de travail avec différentes organisations, centres d'archives et de nombreuses personnes ont porté leurs fruits. Maintenant, on en sait beaucoup plus, même si cela reste toujours insuffisant. Evgeny et Yakov sont nés dans une famille juive à Rostov-sur-le-Don, respectivement en 1900 et 1903. Leur père était un homme d'affaires. Après la révolution d'octobre 1917, la vie de la famille a radicalement changé. Les parents ont très probablement été tués le jour où la ville a été bombardée. En 1925, les 2 frères sont partis, chacun de son côté. Evgeny a déménagé en Allemagne et s'est installé à Berlin. Il est entré à la Technische Hochschule, l'université technique de Berlin. Pourtant, il ne l'a pas terminé et a gagné sa vie en jouant le theremin, un des premiers instruments de musique électronique. Yakov, avec sa femme Frida et leur fille Galina, ma mère, a déménagé à Leningrad où il a travaillé comme comptable et économiste. La photographie n'était le métier d'aucun des frères. Tous 2 étaient des amateurs. Mais c'est une évidence qu'ils avaient tous les 2 un grand talent et une remarquable sensibilité créative. En 1936, très probablement en réponse à la montée de la violence antisémite dans l'Allemagne nazie, le frère aîné Evgeny a pris la décision de retourner en Union soviétique. L'année suivante, année de pic de purge stalinienne, il a été arrêté par le NKVD et condamné à la peine capitale comme prétendu espion allemand. Il a été fusillé en janvier 1938. C'est ce que j'ai appris grâce à l'aide de l'association Mémorial, dont vous savez sûrement qu'elle est aujourd'hui en danger en Russie. 3 ans plus tard, en 1941, après l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne, Yakov s'est porté volontaire pour combattre avec l'armée rouge sur le front de Leningrad et est décédé de suite de ses blessures dans un hôpital de campagne plus tard cette année-là, en décembre. La vie des 2 frères s'est donc terminée tragiquement. C'est une histoire terrible, partagée par tant de personnes à travers l'Europe pendant cette période. Aujourd'hui, nous avons les négatifs et les photos des 2 frères qui nous ramènent à leur vie, à leur histoire, à l'histoire de l'Europe, à l'histoire avec une majuscule. Les négatifs étaient conservés par la veuve de Yakov, Frida Henkin, ma grand-mère. Nous ne savons pas si elle savait qu'il n'y avait pas que les photos prises par son mari. Conserver des photos prises par un espion allemand était très dangereux pour toute la famille. En conséquence, l'histoire d'Evgeny était cachée
et nous ne l'avons redécouvert qu'un siècle plus tard. C'est un miracle que les archives survécu. Elles ont suivi notre famille d'un appartement à l'autre, puis elles ont même déménagé dans un autre pays. Et enfin, elles trouvent leur public. À Saint-Pétersbourg, à l'occasion de l'exposition en 2017 à l'Ermitage, à Milan, à Lausanne et aujourd'hui à Paris, grâce à ce livre et à cette rencontre. Les frères Henkin étaient des photographes amateurs, profondément attachés à leur ville. Ils ont documenté la vie quotidienne, la vie urbaine à Leningrad et à Berlin pendant une période cruciale de l'entre-deux-guerres. La réalité montrée dans leur image n'est influencée ni par leur ambition créatrice, ni par l'idéologie. Aujourd'hui, je suis de plus en plus consciente que les 3 générations de ma famille ont conservé dans les vieilles boîtes quelque chose d'unique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Olga. On a demandé à chacun des intervenants, Sophie et moi, de se livrer un petit jeu qui consiste à choisir une photo d'Yevgeny et une photo de Yakov et de les commenter. Donc, voilà. Voilà, c'était ça. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Sophie. Mon choix de photo n'est pas celui d'une professionnelle. La première d'entre elles m'est chère, car la petite fille qui joue avec le garçon est ma mère. Elle n'a jamais vu cette photo parce qu'elle n'a jamais été imprimée. Et bien sûr, ma mère, une fois adulte, ne pouvait pas imaginer que des amateurs de photographie regarderaient ces photos d'enfance dans des expositions et dans des livres. Son père, Yakov, ne pouvait pas l'imaginer non plus. Et ça m'émeut à chaque fois que je pense. Sur le mur, à côté d'une photographie de Staline, est accrochée une photo de Vladimir Henkin, l'un des 2 célèbres comédiens, Vladimir et Victor, les oncles des photographes. Et l'arrière-petit-fils de Victor, François, sa femme Caroline et leurs 2 fils, comme Eudes, sont ici ce soir. C'est vraiment magnifique. La photographie a été prise à Leningrad, sur l'île de Kameny, où la famille de Yakov vivait au milieu des années 1930. Si tu veux, je peux le dire. À l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, une présentation de cette photographie a eu lieu pour montrer que parfois les objets et les détails d'une photo peuvent en dire long sur le temps et la réalité historique si vous analysez les objets et les détails de l'image. D'ailleurs, Lorraine, tout à l'heure, réanalysera cette photo. Donc, et alors, ça, c'était Yakov. Et maintenant, la photo de Yevgeny à Berlin. La deuxième photo, prise par Yevgeny à Berlin, est désormais liée à l'histoire récente et à une autre trouvaille. En 2020, un commentaire est apparu sur Facebook sous cette photo. Hier, j'étais presque en larmes quand j'ai vu sur votre page la photo de mon père et sa sœur quand ils étaient enfants. C'était Karen Bashkin, la fille du petit garçon sur la photo, qui nous a écrit. Et avec elle,
nous avons découvert l'histoire d'une grande famille juive dont Evgeny était proche. Voici donc une photo de Sofia, de son jeune frère Bobby Bashkin et de leur cousin Léo Tsipkin. Sofia et Bobby ont pu quitter Berlin avec leurs parents pour l'Amérique en 1938. Léo, comme toute sa famille, est mort dans un camp d'extermination. Merci beaucoup, Olga. On voit hein, à travers ces photos qu'elles ont, les premières qui ont été commentées, à la fois un intérêt du sujet et puis un intérêt fort artistique. Et on voit, et je me tourne là vers Daniel Girardin pour en parler, l'influence des avant-gardes, tant en Union soviétique qu'en Allemagne. Alors Daniel Girardin, je vous donne la parole. Je vous présente très rapidement d'abord pour dire que vous êtes la personne qui avait fait l'énorme travail de sélection des photos qui se sont retrouvées dans ce livre, qui ont un travail à la fois de sélection sur la base des sujets, sur la base aussi de leur intérêt artistique. Vous avez également supervisé la réflexion des négatifs. Vous avez été jusqu'en 2017 conservateur au musée de l'Élysée de Lausanne. Vous avez été commissaire de nombreuses expositions photos et autres. Et vous avez publié de très nombreux catalogues, de très nombreux livres, notamment sur la question de l'avant-garde photographique et également un livre sur la photo de sport qui va nous ramener vers certaines des photos que vous avez sélectionnées. Donc les questions auxquelles dont j'ai envie d'entendre les réponses en vous donnant la parole, c'est qu'est-ce qui a présidé à la sélection de ces 250 photos parmi 7000 et qu'est-ce qui vous a marqué dans les partis pris esthétiques que l'on voit à l'œuvre dans ces photos? Bien. Merci. Je précise que j'ai 10 minutes pour répondre à toutes ces questions. En fait, on est là au cœur de ce qui peut être passionnant dans une archive. Pour résumer, c'était cette archive que Olga nous avait présentée une fois en 2014 au musée de l'Élysée et ensuite qui a été travaillée avec les éditions Noir sur Blanc. C'est une archive importante de 7000 photographies numérisées qui forment un ensemble. C'est à la fois une archive, à la fois une collection. Je dirais, en résumé, il y a trois choses qui ont été, en tous les cas pour moi, déterminantes et qui font que cette collection est exceptionnelle. Il y a d'abord la question de l'archive, les 7000 photographies. Ce sont deux frères qui ont fait des photographies qui ne sont pas strictement des photographies de famille, mais véritablement des photographies autour d'une vie, je dirais, des photographies de la vie et de l'époque. Les archives soviétiques sont souvent, j'en ai vu beaucoup en Russie, ce sont souvent des travaux de professionnels, des travaux de commande. On voit beaucoup de kolkhozes, on voit beaucoup de tracteurs, on voit beaucoup de héros, surtout dans les années 30. Et en fait, ce qu'on trouve là, dans ces archives-là, c'est l'humain qui est, je dirais, dans l'histoire. Il y a la deuxième chose cette archive est exceptionnelle, ce qui est intéressant à travers une archive comme celle-ci, c'est tout le contexte. Alors là, je m'inscris en faux sur la question des États totalitaires des années 20 et 30, parce que la République de Weimar n'était pas un État totalitaire jusqu'en 1932, enfin jusqu'en 1933. Et la Russie, il est plus intéressant de faire la distinction entre les années 20 et les années 30 en Russie, avant Staline, je dirais, même si les prémices peuvent y être, mais les questions sont très différentes. Et ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est de trouver dans ces archives une prolongation de la vie. Mais il y a un énorme piège aujourd'hui à voir ces images. Il y a un énorme piège parce que très peu ont des légendes et très peu sont contextualisées. Alors on a le contexte global, on sait à Leningrad, on connaît, on sait qu'il y a des images au Crimée, on connaît, mais il n'y a pas une véritable contextualisation historique
pour une grande partie des images. Et je dois dire que, paradoxalement, c'est une des choses qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Je pourrais m'expliquer peut-être sur cette question. La troisième, je parle du contexte ici. Le contexte, il est intéressant à la fois humainement et politiquement. On a deux frères qui sont russes. L'un est en Allemagne, l'autre est en Russie. Les deux photographient avec un talent vraiment très grand, un immense talent, photographient de manière très différente. On voit, juste pour m'exprimer un peu rapidement là-dessus, je pourrais revenir après sur deux images, on voit très bien l'influence de la photographie soviétique chez Yakov, notamment les contre-plongées avec les défilés. Et puis, on perçoit un peu plus l'influence de la nouvelle objectivité chez Evgueni en Allemagne, mais c'est une chose sur laquelle je reviendrai peut-être avec le commentaire d'image. On voit que Evgueni ne photographie pas du tout la société allemande de la même manière que Yakov peut le faire en Union soviétique. Et ça pour des raisons évidemment qu'on pourra peut-être expliquer en regardant les images. La chose qui m'a aussi, la troisième chose qui m'a intéressé là, c'est la qualité de la photographie. Ces aspects formels, ces aspects esthétiques, ces aspects humains, les aspects politiques, les aspects historiques qu'on trouve dans le livre et qui ont, alors là, pour commencer à répondre à votre question, présidé aussi au choix des images. Il y a une forme de déconstruction de l'histoire qu'on peut aussi, on peut prendre aussi la chose dans l'autre bout. Déconstruction de l'histoire, pourquoi? Parce que le piège, c'est que nous savons exactement, en gros, ce qui s'est passé. On sait que ces deux États sont entrés en guerre, on sait qu'il y a eu les camps, on sait ce qui est advenu après cette image qu'on voit ici, qui est les élections de 1933 qui ont amené Hitler au pouvoir. On sait tous ce qui est advenu. Donc du coup aussi l'immense tension qu'il y a en voyant ces images, parce que nous savons l'histoire en marche en voyant ces images, et on sait comment en fait ces êtres humains seront broyés dans cette histoire en gros. Et ça c'est une... Il y a à la fois un piège à en faire une fausse histoire. C'est très difficile de lire ces photographies d'un point de vue historique pour une grande partie. L'exemple qu'a donné Olga, il est extraordinaire et je veux dire, ça justifie un travail immense. Sur les 7000 images, on en trouve... Je pense à peu près 3 ou 4 000 pour lesquels on peut vraiment attester à tel endroit. Mais les dates aussi sont assez floues. Donc ça donne, pour moi, c'est aussi d'un grand intérêt, une archive comme celle-ci. J'ai travaillé sur un fonds de 108 000 photographies d'un photographe suisse dont on ne savait rien du tout, qui n'a eu aucune contextualisation. Et c'est intéressant parce que, comme pour cette archive-là, il y a une question qui est la lecture de l'image, l'interprétation de l'image. Comment est-ce qu'on interprète une image? Chacun interprète une image en fonction de sa culture, en fonction de son expérience, en fonction de ses idées politiques, en fonction de son idéologie personnelle. Et si vous avez une image non contextualisée que vous présentez à 2 ou 3 personnes, chacune peut faire quelque chose de différent. Et j'avais fait l'expérience d'une grande exposition au musée de l'Élysée. J'ai fait une exposition avec des photographies entièrement anonymes, toute une exposition. Et une partie de l'exposition était avec chaque image avait 3 fausses légendes, mais parfaitement logiques, et les légendes correspondaient vraiment à chaque fois à l'image. Donc il y a un immense piège aussi, du point de vue c'est un grand débat chez les historiens, en quoi une photographie est une source historique quand elle n'a pas une source historiquement attestée. Alors là, dans le cas de cette archive, on a une partie de l'histoire qui est en Russie, une partie en Union soviétique. Et ce qui fait la tension aussi, c'est 2 frères qui vivent dans ces 2 pays, qui photographient et qui finissent tragiquement. Et il y a donc une immense tension dans tout ce corpus et tout cet ensemble. Et puis, il y a une chose qu'Olga a dit tout à l'heure, il est très très rare d'avoir des archives privées en Russie. J'ai travaillé sur Stalingrad, on a recherché des carnets personnels et on a vu dans les archives, par exemple, que le gouvernement a saisi absolument tous les livres, les journaux intimes
donc, et écriture, pour ne pas montrer la souffrance des gens, mais uniquement l'héroïsation. Et je trouve le parallèle intéressant avec ces photographies-là, parce que ces photographies sont totalement hors de la propagande et des photographies de commande. Et c'est ce qui les rend humaines et c'est ce qui lève le voile sur une partie de l'histoire qui est aussi une histoire des gens et pas seulement une histoire des États. Encore un petit mot sur la sélection. Comment est-ce qu'on fait pour, à partir de 7000 images pour finir avec pour arriver à un livre de, non pas 250, mais 281 pages. Alors, il y a tout un processus très long, et ça dépend évidemment de la personnalité qui décide. Je dirais qu'il y a un premier processus qui est de tout voir sans juste voir les images. En tous les cas, c'est ma manière de travailler. J'ai regardé peut-être 5 ou 6 fois les 7000 images en boucle, comme ça, juste pour avoir une impression globale mais bonne de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ensuite, eh bien, il faut trouver le sens, faut trouver un sens à ces photographies, donc qui est un fil rouge et qui permet aussi de les comprendre. Il y a un choix qui est un choix esthétique, un choix formel. Tout photographe qui a 10, 15, 20, aujourd'hui 100 000 ou plus 100 000 images, a forcément des images qui sont plus ou moins intéressantes. Et dans le cas qui nous occupe, si nous avions fait un livre sur l'architecture soviétique, la chose était plus simple. Mais là, on a fait vraiment sur la vie des photographes. Donc, il y a un choix des images. Nous étions arrivés à un choix de 700 images, environ 10% des 7000, qui étaient potentiellement intéressantes formellement, historiquement. Et puis après, eh bien, il y a une chose qui est importante, c'est de mettre les images en correspondance les unes avec les autres. Donc en fait, on a une double table des matières, une pour Leningrad, une pour Berlin, avec des thèmes qui renvoient d'une ville à une autre. Rue, exactement. Manifestation, loisirs, sport, métier, autoportrait, intimité, portrait et abstraction. Voilà. Ça, c'est le fil rouge du livre. Par contre, nous avions bien discuté, moi j'étais très opposé à une idée qui est immédiate, c'est de prendre un pont russe, un pont allemand, une foule russe, une foule allemande, parce que je trouvais Ça, c'était le parti pris de l'exposition de l'Ermitage, dont on n'a pas parlé. Alors, je critique personne, mais pour dire... Non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a deux manières plus intéressant de les séparer et puis ensuite d'avoir une idée générale et de les... Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a marqué dans l'esthétique de ces photos? Je pense que vous avez des développements tout à fait passionnants dans votre texte, dans le livre, qui montrent comment les deux photographes dans deux villes différentes s'inspirent ou sont influencés par un type de photographie qui est expérimenté par des photographes professionnels à ce moment-là. Dans une certaine mesure, enfin dans une mesure importante, je dirais, parce que ce ne sont pas des photographes professionnels, c'est aussi une chose qui est intéressante. Oui. Par contre, il est évident qu'ils ont une bonne formation. Les deux ont une formation de photographe. Ça, c'est évident. Ça peut être à travers des clubs d'amateurs. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a des très très bons. Ça peut être avec un photographe professionnel. Mais disons, il est impossible de faire autant d'images formellement si fortes, si cadrées, avec les perspectives qui sont vraiment très très bien faites. Et il y a deux images sélectionnées dans lequel je pourrais aussi parler. Et il y a effectivement, on voit très bien que ces deux frères, ils voient d'autres photographes, ils voient des livres, ils voient des expositions. Il y en a à Moscou, il y en a beaucoup plus à Berlin. Berlin est un centre intellectuel important. En 1930, il y a 100 000 Russes qui vivent à Berlin. Donc, la République de Weimar, il y a quand même beaucoup d'échanges. S'il y a 100 000 Russes, il y a des échanges. Et les échanges se font aussi beaucoup par les mouvements d'avant-garde. On dit aujourd'hui mouvements d'avant-garde. En Russie, il y en a toute une série. Ils sont tous dissous en 1932. Mais ce sont des lieux de création, ce sont des lieux de discussion. Les photographies, elles circulent à travers des publications, à travers des expositions. Et on voit vraiment très très bien dans le travail des deux frères qu'ils ne font pas juste des portraits de famille, mais ils font vraiment de la photographie telle qu'on peut la concevoir dans les années 20 et dans les années 30. Et ça, j'ai trouvé vraiment passionnant dans le travail de ces deux frères.
Daniel, vous vouliez commenter 2 photos? Alors, volontiers. Donc, cette photo de sport, rapidement, sur parce que je veux pas vous avez prendre le beaucoup temps. travaillé. Alors, j'ai choisi 2 images. Alors, il y a une photographie ici qui est une image d'un match de football. Alors, certainement à la fin des années 20, je pense, d'après ce que je peux comprendre. Et elle est très intéressante parce qu'on voit qu'il y a une manière typique de photographier, qui est dans celle de l'avant-garde russe, c'est de mettre une distance. On voit une distance. Le filet forme une distance. En même temps, il y a un mouvement qui est absolument parfait. Vous voyez que tous les personnages sont en l'air avec le ballon. On a l'environnement, formellement, on a des diagonales. C'est une image qui est vraiment tout à fait exceptionnelle. Et je peux vous assurer que, je ne suis pas photographe, mais j'en ai vu beaucoup, c'est une image qui est très difficile à obtenir. C'est à faire. C'est déjà une qualité de regard et d'œil pour le voir. Alors, elle a un intérêt historique aussi intéressant. On parlait d'histoire. La Russie, des années après la guerre civile en 21, le gouvernement russe a mis en place un plan sportif qui correspondait aussi à un plan culturel sous la direction de Lunacharsky, qui était le commissaire à l'instruction. Et le sport était conçu d'une manière parfaitement égalitaire, c'est-à-dire il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de champion. L'Union soviétique n'étant pas reconnue, elle ne fait pas partie des Jeux olympiques. Il y a très peu de traditions sportives tsaristes. Et il y a toute une idée du gouvernement. Il y a 3 idées principales. La première, c'est que le sport permet d'avoir une santé physique très bonne. La deuxième, c'est que c'est un loisir, un lieu de rencontre important. La troisième, c'est un lieu aussi qui est conçu par les bolcheviks comme un lieu de formation et de culture politique. Donc on a des clubs qui se développent absolument partout, des clubs dans les usines, des clubs ouvriers, des clubs de jeunes, qui permettent de faire du sport. Et il y a, pourquoi j'ai mis cette image aussi du football, il y a un débat absolument immense, notamment avec Lunacharsky dont je parlais dans les années 20, parce que lui voulait interdire le football. Il voulait interdire le football comme toute une série de dirigeants bolcheviques, parce que d'abord c'est violent, ensuite les gens se battent. Enfin, il y a tout un discours derrière le foot qui m'avait beaucoup intéressé. Alors les images du foot, il y a aussi toute une série d'images. Vous avez vu défiler tout à l'heure des Spartakiades, qui étaient des jeux qui étaient organisés. La première Spartakiade faisait le pendant des Jeux Olympiques. Elle a été organisée en 28 à Moscou. Et les Spartakiades, jusqu'en 1932, il n'y avait pas de médaille, comme je disais, pas de champion. Mais Staline change en 1932, depuis 1932 et 1934, sauf erreur, Staline change radicalement la donne avec l'athlète qui est comme le stakhanoviste dans l'usine, c'est-à-dire un athlète extrêmement performant, mis en avant avec des avantages et des médailles. Et là, on a la fin de cette idée du sport égalitaire. On peut passer plus loin peut-être. Oui, on passe donc à la suivante. Je pourrais vous en parler longuement, mais je veux pas. Voilà, je pense que Berlin sous régime on est à un moment et un lieu dans lequel il faut parler de ça. Ça, c'est une photographie qui est à Berlin, donc ça doit être 34-35 d'après ce que je comprends de l'histoire, en Juderhaus. Comment est-ce que Yevgeny, qui est russe et juif, vit en Allemagne sous le nazisme? C'est une chose, on connaît beaucoup de témoignages, on n'a pas le sien. C'est épouvantable. Et j'ai trouvé très intéressant dans les photographies qu'il a réalisées, parce que on voit très bien à un moment donné, vous avez vu, il y a une colonne, tout à l'heure on voit que Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933, et on voit depuis ce moment-là qu'il photographie de loin. Il photographie de loin les manifestations nazies, il photographie de loin les défilés militaires. Il n'est pas du tout comme son frère devant le défilé à photographier. Il y en a très peu d'images, je dirais, proches du pouvoir. Par contre, il y a beaucoup d'images qui sont prises depuis des toits, des images qui sont prises de loin, ou alors celle-ci qui est une image aussi formellement exceptionnelle, terrifiante, une image vraiment frontale. Cette image, elle est faite pour vous choquer quand vous la voyez de front. Et c'est vraiment ça, je pense que c'est une
part de la vie qu'il a dû vivre sous le nazisme, n'est-ce pas? Et je disais tout à l'heure, il y a 100 000 Russes qui habitaient à Berlin. Beaucoup de Russes étaient... il y avait beaucoup de Russes qui étaient des opposants, mais des opposants de gauche. Il y avait beaucoup de trotskistes, beaucoup d'anarchistes. Il y avait des opposants, évidemment, au communisme, mais il y avait aussi des communistes. Il y avait des Russes qui étaient là pour travailler. Donc c'est toute une communauté. Hein. C'est pas du tout... c'est une communauté qui a dû se fuir ou se disperser, se distancier à partir de 1933, quand Hitler est arrivé au pouvoir. Et j'ai trouvé que les photographies sont extrêmement émouvantes, les photographies en Allemagne, et il a réussi à photographier les deux nazis les plus grotesques que j'ai vus dans les photographies. Je ne l'ai pas mise parce que c'est pas non plus... Enfin, je trouvais que cette image était beaucoup plus forte, je dirais, du point de vue esthétique, mais aussi évidemment du point de vue historique et politique. Merci beaucoup, Daniel. Alors, je vous propose de maintenant rester un moment à Leningrad et d'être guidé pour cela par Lorraine Demeaux, à qui je vais demander comment on peut photographier en amateur dans une société qui commence à devenir quand même une société de surveillance. Alors, Lorraine Demeaux est historienne de la Russie et de l'Union soviétique. Elle a publié notamment 3 livres sur ces questions, sur l'histoire russe et soviétique. Le dernier, c'est Une grande famille russe, l'histoire de la famille Günzburg. Il y a eu avant la Russie, la tentation de l'Orient, et puis un Saint-Pétersbourg, histoire, promenade, anthologie, dictionnaire, qui a posé Lorraine à Saint-Pétersbourg pour un certain nombre d'années. Alors Lorraine, s'il te plaît, peux-tu nous dire comment il est possible de photographier en amateur, avec quel type de matériel, avec quel type de liberté, des scènes à la fois intimes et comme des parades soviétiques. Et on aura l'occasion de revenir sur certaines photos qui arrivent à mêler cette dimension de l'intimité et du contrôle ou de la présence du père Staline sur bon nombre de ces photos. Merci Lorraine. Alors merci, bonsoir à tous. Merci évidemment à Hommage de nous recevoir ici. Merci à Olga Walter qui partage avec nous ce trésor. Hein. Je pense que vous en rendez compte au fur et à mesure que les photos défilent sous vos yeux. Et c'est une joie aussi d'être associée à cette rencontre. Et merci bien évidemment à Pauline de cette façon chaleureuse de nous inviter à modestement participer à cette réflexion. Effectivement, derrière les frères Renkin, il y a un regard inédit sur la société soviétique qui nous est donné. Ça a déjà été dit à cette table, ces photographies qui ont surgi de façon un peu soudaine, en tout cas au regard des historiens, composent un fonds d'archives absolument inouï, qui sont d'une grande valeur par leur rareté, parce qu'elles n'ont pas d'équivalent, grande valeur aussi par leur qualité, ce qui est une évidence pour tous et ce qui est bien démontré, notamment ici par les différents intervenants. Donc Yevgeny et Yakov sont des témoins de cette URSS en construction, cette nouvelle société qui va s'édifier année après année depuis octobre 1917. Ils sont des témoins, mais ils en sont aussi finalement des acteurs. Ils sont engagés dans cette édification. C'est ça qui est intéressant à travers les photographies qu'ils nous ont transmises. En effet, ils sont professionnellement, socialement, plutôt intégrés dans cette société nouvelle. Ils ont une certaine capacité quand on regarde les photographies. Alors évidemment, je parle davantage de Yakov, mais je garde souvent l'idée du fraternel, de les associer dans leur démarche. On constate en effet qu'ils sont à l'aise dans la rue soviétique, hein, dans la vie soviétique. Ça peut se comprendre, ils sont issus d'une famille juive, donc de Rostov-sur-le-Don. Les révolutions de 1917, celle de février d'abord, comme vous le savez, a donné aux juifs russes l'égalité des droits, un combat pour lequel les juifs et la communauté juive s'étaient longtemps battus à l'époque tsariste.
Donc le changement de pouvoir est accueilli quand même plutôt favorablement en général par la communauté juive. La révolution bolchevique, c'est une autre orientation qui est prise, mais là encore, on a le sentiment, après le drame de la mort de leurs parents, bon voilà, il y a le départ pour Berlin de Yevgeny, et Yakov, lui, finalement trouve à s'employer, il est économiste à Leningrad, donc, et même son frère qui est joueur de thérémine, qui est un instrument qui est valorisé par le pouvoir soviétique à ce moment-là, on voit que l'un et l'autre finalement ont une forme d'intégration professionnelle et sociale réelle dans ce nouveau pouvoir en construction. Et d'ailleurs, vraisemblablement, même si Yakov n'est pas un photographe professionnel, il a une présence dans des manifestations publiques officielles où il est là avec son appareil photo, quelquefois en coulisses, et il peut prendre les photographies. Donc il y a forcément quand même une autorisation qui lui est donnée, alors même que cette Russie est de plus en plus quand même corsetée par le pouvoir stalinien. Donc voilà qu'on a à la fois cette connaissance très parcellaire finalement de leur propre trajectoire. On a aussi finalement ces photographies qui sont des sources pour nous. Comme ça a déjà été dit, ce sont des sources qui sont quand même très déroutantes, parce qu'à première vue, il est quand même difficile. Elles soulèvent beaucoup plus de questions qu'elles n'apportent de réponses en réalité. C'est difficile d'identifier les protagonistes. C'est merveilleux ce qu'a raconté Olga tout à l'heure sur ce témoignage, hein, le fait que voilà, certains ont reconnu ou peuvent reconnaître des membres de leur famille. C'est exactement ça, je crois, qui peut se passer pour ces photographies, parce que les historiens, eux, ne peuvent pas faire grand-chose pour vraiment continuer à identifier. Il faut que ça puisse se révéler. Donc il y a une espèce de partage comme ça dans cette écriture de l'histoire spontanée qui peut surgir de la diffusion des photographies. Mais encore une fois, les images de réunions professionnelles, les images de vie de groupe, de vie d'amis, on ne peut pas mettre de nom, on ne sait pas exactement à quoi elles se réfèrent. Donc beaucoup de questions. En revanche, on peut les aborder un peu différemment comme fonds d'archives, c'est-à-dire qu'elles donnent à voir un univers, et dans cet univers, qu'est-ce que Yakov et Yevgeny ont cherché à fixer, et qu'est-ce qu'ils ont révélé de façon consciente ou inconsciente. C'est une manière d'écrire l'histoire qui peut être tout à fait intéressante. Déjà, on constate en effet que la place de la photographie comme nouveau média est essentielle dans cette nouvelle société. Alors c'est quelque chose qu'on sait. Le projet soviétique qui doit bâtir, d'abord consolider l'idéologie marxiste-léniniste, a besoin pour se construire que l'idéologie soit propagée, et donc l'image joue un rôle central. Lunacharsky, dont on a parlé tout à l'heure, a été un des vecteurs justement de cette conception de l'image dans l'élaboration de la nouvelle société soviétique. Il y a un institut de photographie qui est créé dès 1918, donc très tôt. Il est clair aussi qu'avec le développement du plan quinquennal à partir de 1928, la mise en place, le bond en avant que Staline veut insuffler à l'Union soviétique, l'accélération, la modernisation de l'industrie, de l'agriculture, des grandes voies de circulation, tout ça fait que le pouvoir va encourager encore plus la diffusion des images, d'images de professionnels, parce que les photographes sont des enregistreurs de cette formidable entreprise qu'est finalement la modernisation stalinienne. Donc les photographies sont présentes, le pouvoir encourage la photographie même amateur. On peut, des appareils photo, les fameux FED, sont produits dans des usines. Des clubs d'usines ou des clubs de travailleurs peuvent former à la pratique de la photographie, à la prise de vue et au développement. Donc en fait, on se rend compte que, et puis en plus, l'image est conçue comme un art prolétarien. Cette photographie est un art prolétarien, donc le pratiquer finalement, c'est mettre en œuvre une culture prolétarienne. Donc c'est une manière aussi de transformer la société. Donc
on voit que les Renkin bénéficient complètement de cette atmosphère favorable à la photographie. Ils en bénéficient et ils en sont des rouages tout à fait importants. Leur œuvre, d'ailleurs, révèle vraiment la présence de cette photographie, de la photographie dans la société soviétique. On voit que les photos sont présentes dans les lieux publics. Évidemment, il y a les portraits de Staline qu'on remarque tous et qui sont omniprésents, mais pas seulement. Vous avez aussi des photographies où on voit des expositions de rues, des simèses qui ont été mises en place dans les rues de Leningrad, avec des panneaux qui sont consacrés à l'armée rouge et à son développement, à sa modernisation, avec des citations de Voroshilov, mais aussi des photographies des dernières mitrailleuses ou des tanks. Et donc, on voit aussi les portraits de bons soviétiques tels qu'ils peuvent s'afficher, les portraits de marins, des portraits de soldats qui sont dans la rue, qui sont dans l'espace public. Donc le pouvoir, finalement, à travers les photographies, se met en scène. Il montre aussi aux soviétiques ce qu'il est en train de faire, comment on modernise l'agriculture, comment on modernise l'armée, comment on modernise l'industrie. Et donc, ce que ces photographies des Renkin nous montrent, c'est ça, c'est que la photographie est présente dans le quotidien des soviétiques. Mais ce que nous montre encore plus Yakov, c'est que ça suscite de l'intérêt. Donc, à la fois, ces photographies nous montrent la présence d'expositions de rue avec des photographies, mais nous montrent aussi les badauds, les passants, qui regardent ces photos et qui s'intéressent à ce qui est en train de se faire, en tout cas, qui marquent un temps d'arrêt plus ou moins long. Donc, le régime en construction suscite aussi un intérêt et c'est aussi cette présence de la photographie qui est révélée et bien montrée dans les photos des Renkin. Mais les Renkin aussi, ou Yakov, montrent en plus une immersion dans la banalité soviétique, dans un certain art de vivre, en fait, à la soviétique, sans pour autant être un rouage de la propagande. C'est-à-dire qu'il montre cette réalité. Les clichés témoignent d'une certaine quiétude, ils témoignent d'un certain niveau de vie, à la fois dans les cercles amicaux, dans les cercles familiaux, dans les cercles professionnels que Yakov montre et qu'il photographie. Donc c'est cette chronique familiale ou cette chronique sociale plutôt heureuse qui est quand même frappante au regard de l'histoire. Alors justement, il y a cette photographie des enfants. On revient, je suis désolée, on revient aux enfants. Voilà. Des enfants qui sont quand même bien habillés, bien coiffés, vêtus avec soin, qui s'amusent, une jolie poupée sur le lit, des jouets. On est quand même très loin des problématiques de famine au Kouban ou de famine en Ukraine ou de famine au Kazakhstan. Enfin bon, on est dans un univers assez confortable. Vous avez justement au mur cette photographie de Staline qui est décorée de colliers. On a aussi la photographie du comédien Renkin. Et puis on a cette équerre. Une équerre, le triangle divin, dont la présence finalement renforce l'impression ici d'iconostas soviétique et de façon assez surprenante, volontairement ou non, mais sans doute peut-être volontairement. Ce cliché illustre bien la position de Yakov, qui est à la fois témoin d'une nouvelle réalité et en même temps, il n'hésite pas à montrer cette réalité aussi avec un certain humour, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'humour des frères dans leur photographie, mais il y a ce ressort humoristique dans leur regard, une tendresse et une distance humoristique. Donc oui, ces photographies, elles montrent avoir une réalité soviétique avec une certaine distance. On regarde ces photographies et on constate l'importance du collectif, on constate la glorification de la jeunesse et du sport, on constate l'égalité entre les hommes et les femmes quand on regarde ces photos de gymnastes ou de sportifs. On constate aussi la mise en avant des prolétaires, qui est un des points fondamentaux de cette société soviétique. Les foules qui vont assister aux matchs de foot ou à d'autres manifestations ont le costume
costume prolétaire, hein, tout le monde a la casquette ou le foulard. On veut gommer en fait les différences sociales. C'est une réalité de cette société soviétique en construction. Et évidemment, on constate aussi l'omniprésence du parti, du Vojd, hein, du guide de Staline, qui est présent dans de très nombreux clichés que vous avez pu regarder. Mais cette réalité donc que nous transmet Yakov, c'est une réalité qui n'est justement pas passée par le prisme de l'idéologie. C'est une réalité qui est sincère, et c'est là une spécificité, puisque comme il travaille en marge des photographes professionnels, il n'a pas besoin en fait de participer au débat idéologique, et il n'a pas besoin non plus d'avoir peur finalement du regard du pouvoir sur sa propre œuvre, hein, qui était quand même un carcan terrible pour les grands photographes soviétiques. Il n'a pas à redouter cette norme de l'idéologie et ses canons esthétiques. Il peut en être influencé, mais il garde sa liberté. Et ça se voit notamment avec la série, effectivement, si on analyse pas uniquement les personnes, mais la ville de Leningrad telle qu'elle est présente, comme fond, comme décor, mais aussi comme partie prenante de l'univers de Yakov. Cette ville qui, normalement, le pouvoir moscovite veut dénigrer et considère comme une ville qui doit être prolétarienne et qui est le symbole de l'ancienne capitale des tsars, où justement la population a été parmi les premières à être réprimée, hein. Les habitants de Petrograd, avant Leningrad, ont quand même été fortement réprimés. Comme vous le savez, la ville ouvrière aussi de Petrograd n'a pas soutenu tellement l'expérience bolchevique. Donc il y a une mise à distance de cette ville. Et à travers l'œuvre de Yakov, il y a un témoignage très naturel de cette ville qui continue à exister malgré tout, cette ville qui reste fidèle finalement à son passé. Il y a une présence des cadres permanents, des canaux, des îles, des bâtiments anciens. Il y a aussi cette photographie où on voit qu'il y a une affiche où on joue encore du Chopin le soir dans les salles de spectacle. Il y a aussi ces ballerines qui dansent un pas de deux, hein, avec je ne sais pas si elle a défilé cette photo. Voilà. Donc on a un regard comme ça qui est à la fois un air nouveau. Oui, il témoigne bien de cette nouvelle société en construction, mais c'est inspiré par un regard libre, hein. C'est un quotidien qui n'est pas du tout dicté par l'idéologie, et c'est vraiment un des aspects peut-être les plus frappants de cette série de photos et qui nous marque le plus. Et c'est indéniablement une forme de dissidence. Avec le recul, on ne peut que le constater. Et c'est une invitation aussi, du coup, en effet, à ce que ces photos et à ce que Evgueni et Yakov soient non seulement des témoins de l'histoire, non seulement des artistes dont on peut partager l'œuvre, mais aussi des passeurs de mémoire. Je crois que c'est aussi ce qui nous rassemble tous ici ce soir. Voilà. Merci beaucoup, Lorraine. Je me tourne maintenant vers le photographe de ce panel. Georgi Pinkrasov, vous avez découvert, je crois, les photos en 2014 lors d'une fête de photographie à Moscou. Et Saint-Pétersbourg, oui. Vous, le moscovite, vous êtes allé à Saint-Pétersbourg, enfin moscovite et parisien. C'était le festival là-bas. Ouais, le festival. Ouais. Georgi Pinkrasov, vous nous faites l'amitié d'être là ce soir et d'accepter de parler de cette collection. Vous êtes le seul photographe russe de Magnum. On dit ça, oui. On dit ça, hein, depuis 1988. C'est pas ma faute, c'est pas. Vous cherchez pas à conserver ce monopole. Chance pour mes compatriotes d'être entrés à Magnum. Ouais. Et oui, c'est vrai parce que j'ai vu une exposition fantastique de Patrick Zachman, j'adorais beaucoup. Ici, donc au MAJ en ce moment. Oui, c'est photographe de notre agence. Voilà, et ce que. Je veux remercier cette maison
j'ai première fois entré à cette maison à un moment d'ouverture, parce que je me souviens, c'est Jacques Chirac qui a ouvert cette institution, et c'était 5 photographes d'Agence Magnum qui présentaient, et mes photos aussi étaient là, oui, ici, c'est Juif de Boukhara. Voilà, donc pour moi c'est très intéressant, très important. Et vous me disiez, Georgi, que ce qui vous touchait beaucoup dans cette photo, c'était leur simplicité. Vous qui êtes plutôt du côté de la sophistication, hein, c'est un titre d'un de vos livres, Sophistication, Simplification. Oui, c'est ça, mais je suis grand amateur de simplification. Mais je ne peux pas rien à faire si sophistication sort de moi. Oui, parce que je pense que ma racine orientale, c'est notre tapis, notre Suzanni, ça donne même style. Suzanni, oui. Mais j'ai toujours essayé de ne pas oublier qu'on a témoigné ces photographes de ce qu'on a fait, parce que aujourd'hui, on a beaucoup plus gloire de notre photo artistique. Mais on n'est pas sûr que dans 100 ans, ces photos restent de même niveau. Donc j'ai essayé, moi-même, ne pas oublier témoigner simple aussi. Comme Cartier-Bresson l'a dit, pour moi, c'est l'appareil photo, c'est carnet, c'est un carnet. Voilà. Et bon, comme photographe qui est plus que 30 ans à Magnum, je peux dire que c'est 2 messieurs qui en même temps achetaient cet appareil qui était d'époque gadget. Il fallait le temps pour ces photos qui n'aient pas été si graves, devenues très graves pour nous. C'est ça, fantastique. On ne peut pas imaginer comment les autres vont juger notre existence, notre travail. Et pour moi, c'est important cette façon de témoignage. Comme professionnel, je peux vous dire que ces photos, il est grande qualité. Parce que c'est un appareil fantastique, donc qualité d'objectif, c'est visible tout de suite, malgré que c'était le vieux photo. Et si on regarde de composition, si on regarde, on ne peut pas dire que c'est photo d'amateur. Donc, s'il n'est pas passé cette catastrophe, n'est pas exclu que ces photographes peuvent être, s'il continue de travailler comme photographe, il peut être comme photographe de Magnum, je pense. C'est niveau, grand niveau quand même, il fallait un peu le temps. Mais par contre, nous sommes photographes, nous avons un modèle, d'autres photographes, ils montrent modèle, mais eux n'est pas eu modèle, il est photographié spontanément. Et donc on voit tous les registres de sa famille, intimité, on voit témoignages, on ne sait pas ce qui passe après. Dans une photo à Leningrad, les gens sourient et ils n'imaginent pas ce que passe, ce que va raser la ville, ces générations qui va, ces blocades de Leningrad qui attendent. Le blocus de Leningrad. Excuse-moi, blocus de Leningrad qui va disparaître, moitié des gens qui sourient, regardez. C'est un grand témoignage, c'est très important. C'est pour moi important. Parce que je me souviens, parce que je suis né à Moscou en 1952. Et c'est vrai, notre photo, nous avons eu un magazine qui s'appelle Sovietskaya Photo. Et si on regarde aujourd'hui, c'est assez vulgaire. Ou propagande, ou un peu quelque chose de drôle. C'est pas. N'existe pas, ce n'est pas été professionnel, libre, journalisme libre. Et quand j'ai vu première fois photo de Cartier-Bresson, déjà être beaucoup plus âgé, c'est me confirmer mon existence, parce que j'ai été douté ce que ma mère pouvait porter chapeau avec voile. Je dis mais non, cette époque-là, c'est pas possible. Et tout à coup, j'ai vu frère Henkin, même j'ai vu le premier livre de Cartier-Bresson, pour moi, c'était le même choc, c'est que c'était Moscou d'époque de mon naissance. Et je dis, ah bon, c'est Moscou était comme ça, incroyable. Et il fallait
œil indépendant. C'est ça qui est fantastique. L'œil, quelqu'un qui n'a pas intérêt à photographier les amis, quelque chose, et photographier l'atmosphère. Et ce qui est fantastique dans ces photos, voilà. Il y a quelque chose d'autre qui vous touche, je crois, dans le travail de constitution de cette collection, c'est la capacité qu'ont eu tous ces compagnons d'Olga, ces archivistes, ces historiens de l'art, à faire parler en fait des photos qui auraient pu rester muettes. Vous m'avez dit que la constitution d'une collection à partir de photos éparses était un travail qui vous avait beaucoup touché. J'ai vu la première fois une photo dans une présentation dans Saint-Pétersbourg, parce que c'était festival, et c'est les collègues, on regardait un ou l'autre, moi je m'ai montré mes photos, etc. Et tout à coup, c'est un collègue, professeur de photo, dit mes amis, c'est grand secret, je vous en prie, personne ne dire. C'est une dame m'a donné un négatif. J'ai vu, j'étais choqué, je vais vous montrer, mais personne ne doit pas savoir. Voilà. Mais ce que j'ai vu, je dis, mais incroyable, pourquoi elle cache? Elle préparait l'autre présentation, peut-être. Voilà. Mais ça m'a touché beaucoup, ce que j'ai vu, parce que tout à coup, tout ce qu'on a vu dans notre festival, c'était rien par rapport de photo qui est en vert, et même moi, c'est très touché, cette photo-là. Après, j'ai fait connaissance avec Olga, et j'ai très reconnaissant, j'ai très ravi qu'elle m'a invité. Ouais, vous avez écrit un très beau texte dans le... Mes sentiments, ce que je sentais, voilà. Dans le livre, hein, c'est le texte d'ouverture de ce catalogue. Est-ce qu'il y a une ou deux photos que vous aimeriez commenter pour nous, Georgi ? Parmi celles qu'on a vues défiler? Je n'ai pas... Mais je peux lire. Qu'est-ce que c'est? Pliviet. Pliviet. Oui. Spartak. Oui, les photos que vous avez choisies, j'aimais aussi... c'est Daniel qui choisit les photos. Oui, est-ce que vous voulez en commenter une ou deux? Non, c'est pas la peine, parce que ces photos vraiment très... Parce que, vous voyez, c'est ce qui est important. Pour un vrai photographe, il n'a pas peur de faire photo. C'est ça. C'est ça. J'adore ça, mais il a une autre photo de cette série. Il n'est pas là, parce que c'est écrit « Vive la Staline », quelque chose comme ça. Ici, oui, c'est en lettres dans la neige. Les lettres sur la neige, oui. C'est dommage qu'il n'ait pas été là, parce que moi, quand j'ai vu ça, je dis... Mais peut-être une autre. Oui, mais c'est pas grave. Si on parle que c'est jeu de hasard, ce qui intéresse, il n'est pas peur expérimenter. Et voilà, la photo qui est choisie Daniel, elle est vraiment un suprématisme, ce qui était mode dans l'époque. La photo du sport, oui. Ouais, du foot. Hein. De foot, parce que là-bas, voilà. Regardez, ces compositions, les lignes, c'est vrai abstrait. Et... Là, on est plutôt du côté de la sophistication, non? Sophistication, voilà. Ouais. Si vous voulez plus de sophistication, oui, parce que c'est vraiment, c'est une... On ne dit pas sophistication, on dit comme une tapis, c'est une tricotée avec les lignes, avec les... Broderie, voilà. Merci pour tricoter. Broderie, c'est comme, comment ça s'appelle? Étoile de... Aran? Étoile... Araignée. Voilà, c'est comme étoile araignée. Mais c'est logique, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est une étoile de araignée pour les miaczki. Pour ballon. Ah ben voilà, ballon, oui. Voilà. C'est étoile araignée pour ballon. Voilà, c'est. Il y a une autre photo dont vous aimeriez parler? Pour moi, c'est d'abord ça, c'est photo fantastique parce que, vous voyez, c'est que nouvelle caméra, elle était léger. Les gens peuvent courir, photographier, c'était grand. C'est le Leica ou c'est le Fed alors Non, c'est Leica. C'est Leica? Oui. Chez qui? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais est-ce que le public comprend qu'est-ce que c'est Fed? C'est Fed comme mais il faut notre ami expliquer. Dzerzhinsky. Oui. Fed. Qu'est-ce que c'est que Fed? Voilà. Vous pouvez venir expliquer qu'est-ce que c'est Fed? Plutôt, je pense. Non, c'est mais je peux expliquer. Allez-y. Voilà. C'est après Révolution, il y avait beaucoup de беспризорники, как сказать. Hein?
Non, les enfants sans parents. Les orphelins. Oui. Les orphelins. Orphelins, exactement. Et voilà, et c'était colonie, c'était colonie à Moscou, c'était grand. Peut-être vous connaissez cette psychologue qui écrit beaucoup de livres. Makarenko. Oui, Makarenko, c'est lui, il a pris la décision que des enfants doivent travailler. Donc, c'était l'usine, et les enfants, donc, ils ont acheté les cas, ils ont divisé, et ils ont fait des appareils photo, des enfants fait appareil photo qui s'appelait, l'appareil photo s'appelle Félix Edmundovich Dzerzhinsky, qui est chef de KGB. C'est lui qui protégeait des orphelins à cette époque-là, et c'est le nom de Dzerzhinsky, ce commissaire de Lénine. C'est pas seulement KGB, il a fait d'autres choses, mais bon. Oui, et c'est à cause de ça, ces appareils photo s'appellent Fate, autres s'appellent Zorki. Donc, en Russie, il existait des appareils qui très ressemblaient à l'Leica, mais pas même que l'été, mais quand même existaient instruments pour tout manier. D'autre côté, ça a été un peu dangereux. On dit ça. J'ai une amie qui travaille à TASS, Télégraphe, agence soviétique, ou agence de presse. Et il dit, je travaille avec Archive. Je dis, c'est fantastique. Qu'est-ce que tu regardais? Je regarde l'année 80. Oh, donc, je ne sais pas, intéressant, 80. L'année 20. Est-ce que tu regardes? Il a dit, presque pas beaucoup. N'existe plus. Les gens peur. Et même restés les négatifs qui étaient cassés. Les gens peur. Il a détruit les archives. Et donc, on a eu grande chance. Ce que il n'était pas dans une grande agence, qu'il était dans une valise de tes grands-parents. C'était bien caché. C'est grande chance. Parce que, vous savez, notre fondateur, Robert Capa, il n'est pas photographié tout seul. Autour de lui, il était d'autres photographes qui travaillaient pour agence, mais lui travaillait pour soi-même. Agence, c'était plus tard. Mais, je peux vous dire, magazines, journaux, il prit pellicule, il fait son choix, il choisit une image, autre il est jeté, et après il est jeté ça. Donc, tout est... Parce que c'est Novosti Nouvelle doit être frais. Car n'est plus frais, donc on n'a pas besoin. Il n'est pas deviné que dans quelques temps, ça devient beaucoup plus important. Et chaque fois qu'on a... moi, comme photographe, je toujours pense à mon système ma système de valeurs, photo intéressant, c'est sophistiqué, belle, on choisit. Mais quand même, ce n'est pas nous jugeons, c'est d'autres générations, comme nous jugeons, comme nous regardons notre système de valeurs suivre ce qui fait. Donc, ce n'est pas nous. Merci beaucoup, Georgi. Merci à tous pour votre présence. Merci pour, votre intérêt pour les Frenkins. Et je voudrais encore une fois remercier Fanny comme représentatrice de la maison d'édition qui a publié ce livre. Qu'on peut se procurer à la librairie en haut.